Martinique Actualité. Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle émission, pas de mots de parole, mais quoi de neuf? Aujourd'hui, je reçois M. Louis Béanté. Il est major de la police nationale en Martinique, mais, enfin, il est major de la police nationale, point. Qu'il soit en Martinique, en Guadeloupe ou en France, il est major. Mais c'est le syndicaliste aujourd'hui que nous avons invité. Bonjour M. Louis Béanté, merci beaucoup. Bonjour et merci de l'invitation. Alors, déjà, est-ce que vous avez des vœux quels sont les vœux que vous pouvez souhaiter à la Martinique pour cette nouvelle année 2023? Je souhaiterais que la Martinique soit plus solidaire, qu'on soit plus unis et que les causes qu'on défend, on puisse l'expliquer correctement, que les gens puissent comprendre pourquoi et justement et le comment. Et puis le vœu le plus sincère qui est, c'est que la Martinique puisse grandir dans tout ça et qu'on puisse s'émanciper de certaines assistanats et certains préjugés des autres. D'accord. Alors, ces derniers temps, l'actualité, ce sont les radars qu'on incendie. Juste avant les incendies, on disait que la Martinique, ce n'était plus l'île Madinina, l'île aux fleurs, mais l'île aux radars. Qu'est-ce que vous pensez de cette recrudescence de radars à la Martinique? Et pourquoi mettre des radars qui ne sont pas, d'après ce qu'on dit, ce sont des leurres? Est-ce qu'ils flashent ces leurres-là? Alors, tout d'abord, je tiens à dire que je suis contre toute destruction de biens de l'État. Parce que l'État, c'est qui? L'État, c'est nous. Je suis contre les destructions de tout ce qui est bien de l'État, saccage ou destruction pure de biens qui appartiennent à l'État. Encore une fois, l'État, c'est nous, puisque c'est nos poches qui payent vraiment ce qui est là. Par contre, le nombre de radars en Martinique est un peu élevé à mon goût. Parce que je compare à Paris, on met la Martinique combien de fois dans Paris, et il y a deux périphes, un périph' intérieur, un périph' extérieur. Sur les deux périphs, l'ensemble des deux périphs, on ne dépasse pas 20 radars. Alors qu'en Martinique, on est déjà pratiquement à 25 voire 27 radars, premièrement. Que ce soit l'heure ou pas l'heure, mais j'en doute sur les leurres aussi. Et que ce soit l'heure ou pas l'heure, ce sont des radars qui coûtent de l'argent et qui sont là, soit pour faire peur, soit pour prendre de l'argent et surtout enlever les permis. Alors, on regarde dans Paris même, il n'y a que 3 radars. Enfin, deux qui se trouvent sur les rives, c'est pour ceux qui vont à Paris du côté de Bercy, et puis un autre qui est en dessous du passage souterrain. Donc après, le Grand Paris n'a pas de radar. Et pourtant, les accidents continuent, ou pas, mais la vie continue. En Martinique, on constate un fait, c'est qu'on met beaucoup de radars un peu partout, parce que les Martiniquais ne savent pas que c'est à la demande du Martiniquais, justement, qu'on met les radars. Ça, il faut le savoir. Ce sont des personnes qui siègent dans les commissions, justement, qui régulent ce genre de la sécurité routière et compagnie, qui font ces vœux-là, qui demandent l'implantation et puis l'arbitrage du préfet derrière. Alors, je me rappelle une petite aventure que j'ai eue concernant les radars. Vito Aéroport est un endroit où on risque souvent de perdre la vie, là. Il y a pas mal de nos enfants qui ont perdu leur vie, là. Et j'avais demandé de mettre un radar là parce que il y avait le tirage qui gangrenait la nuit et puis le virage qui tire sur le côté et qui fait que les voitures rentraient dans Vito et créaient beaucoup de dégâts et des morts. Alors dans Vito, c'est-à-dire la station-service. La station-service. La station-service qui se trouve auprès de l'aéroport dans le sens de circulation Lamentin-Ducos. Ouais. Et ne voilà-t-il pas que les instances de la préfecture m'ont répondu que on peut pas mettre un radar là parce que c'est pas rentable par rapport au radar de Ducos c'est trop proche, c'est trop près. Donc les morts ont continué. Mais entre-temps, ils ont installé 2 radars du côté de Renault. Bon, on n'avait pas demandé de radar là, on voyait pas l'utilité, même si c'est dans une ligne droite, mais il n'y avait pas autant d'accidents mortels que ce soit dans ce secteur. Il ne voilà-t-il pas qu'ils mettent 2 radars là? Peut-être pour dire, bon voilà, on va calmer le syndicaliste parce qu'il a demandé des radars, on va mettre 2 radars là. Sauf que les morts continuent à Vito toujours, et à ce moment-là,
Et là, 5-6 ans, 7 ans après, ils se sont dit, bon, tiens, il avait demandé ça, on l'a pas donné, mais les gens continuent à mourir. Ils l'ont mis. Vous avez vu le nombre d'accidents qu'il y a Depuis. Voilà. Donc, on n'a pas écouté. On a installé un peu partout des radars. Il y a des radars cachés. Il y a des radars qui sont piégeux. Par exemple, quand vous avez des radars mobiles de la police nationale, de la gendarmerie, la police nationale, on joue le jeu correctement parce que vous voyez les véhicules radars de la police s'égarer sur le bord de route, vous les voyez de loin. Oui. Par contre, nos copains gendarmes, ils se cachent. Et encore, moi je pense avec un bon avocat, les radars jumelles devaient même plus exister. Parce que la loi dit qu'il faut faire cesser l'infraction. Lorsque vous avez plus quelqu'un aux jumelles, vous l'interpellez un peu plus loin. Ok, d'accord. Vous avez fait cesser une infraction. Le radar mobile, la personne passe dedans à 150 km/h. Cette personne ne sait même pas qu'elle a été flashée, ce qu'on s'est caché. Donc l'infraction n'a pas cessé puisqu'elle continuera à rouler à 150 km/h. Le radar fixe, vous le voyez, donc vous ralentissez. Et il y a des panneaux qui annoncent. Voilà, et c'est pas caché, c'est pas vicieux. Et par contre, les jumelles, on se couche au sol, on se cache derrière des arbres, et puis on dit à quelqu'un qui est plus loin d'intercepter le contrevenant. Sauf que la loi dit c'est celui qui a constaté l'infraction qui doit rédiger la contravention. Et ça, c'est la première des trucs que l'avocat devait se saisir. Le second truc, l'avocat devait se poser la question, et à quelle vitesse? Ah oui, c'est le dire de la personne qui est derrière la jumelle qui a dit à l'autre que c'est passé. Mais vous n'avez pas de preuve matérielle devant vous pour vous prouver que vous êtes passé à cette vitesse-là. Donc, le citoyen se fait piéger, se fait plumer pour la bonne et simple raison qu'il ignore, il ne sait pas à quelle vitesse. On lui dit une vitesse. Vous savez, j'ai appris avec le temps que la parole d'une prostituée vaut beaucoup plus que celle d'un policier ou d'un gendarme. Vous n'allez pas vous faire des amis de... Non, je n'ai pas d'amis, vous savez, dernièrement... Non, mais vous n'allez pas vous attirer des ennuis. Non, mais les gendarmes ne m'aiment pas, ils ont même un groupe WhatsApp où ils demandent de me tartiner. Alors, vous savez, j'ai pas peur, et puis je les crains pas. Dernièrement, j'ai dit au ministre certaines vérités, et le ministre les a appelés en direct devant moi, et les a rappelés certaines choses. Je pense aussi que là, j'ai pas fait des amis. Donc, mais je dis les vérités. Je les défends. Je défends la base. Mais la hiérarchie m'en veut terriblement parce que je dis des vérités. D'accord. Alors, est-ce que le premier principe de ces radars n'était pas d'être installé à des endroits où véritablement c'était un endroit accidentogène et que des gens faisaient des accidents? Est-ce que c'était pas ça au départ le but? Est-ce que c'était gagner de l'argent sur la tête des contribuables ou des conducteurs? Parce qu'un contribuable peut-être pas forcément paye, mais il peut payer sa contravention. Alors, est-ce que c'est pas le principe? Si c'était le principe de sauver des gens, est-ce que c'est pas ça qu'il faut respecter? Bon, au départ, je pense que c'était noble. Hein. Oui. Tout est noble au départ. Hein. Mais après, ça a béfugué, puisque je vous ai dit, la réponse qui m'avait été donnée pour le radar que j'avais demandé pour Vito, c'était pas rentable. Donc, ça veut dire qu'il y a quelque part l'argent réclamé. Mais, alors, on va mettre un radar à chaque fois qu'il y a un accident mortel dans un endroit? Ben, tous les 2 mètres, il va falloir le mettre, là, maintenant. Il va falloir, tous les 2 mètres, mettre un radar. Non. Il faut étudier la chose, il faut regarder, parce qu'un radar peut être aussi, dangereux. Parce que si vous mettez un radar dans une descente et, dans une courbe, et puis le véhicule, il pile quand ils vont à la dernière minute le radar, derrière, ça peut faire des dégâts. Et lui-même aussi peut perdre le contrôle du véhicule. Donc, il faut savoir aussi où on met et comment on met. Et signaler, etc. Parce que ça, c'est pas non plus ajouter, du risque pour, l'automobiliste. Et pour expliquer l'exemple que vous venez de donner, quand on est sur la rocade et qu'on va en direction de Lamentin Chelcher, c'est vrai qu'il y a un radar dans la descente sans annonce préalable et que les gens qui connaissent pas cet endroit peuvent... C'est dangereux. Oui, c'est dangereux. À la dernière minute, vous voyez le radar, vous pilez, vous pouvez déporter sur la droite, sur la gauche. D'ailleurs, il y a des accidents là. Oui, ça n'empêche pas. Ça n'empêche pas. Hein. C'est un endroit où il y a des accidents, même si avec le radar, il y en aura. Même à 2 à l'heure, il y en aura. Puisque, vous savez, l'effet du radar fait que à 200 mètres, on commence à ralentir. À 100 mètres, on ralentit fortement. À 50 mètres, on est pratiquement à 30 à 40 km/h en dessous de la limite. Et ce qui fait que derrière, ça pose des dégâts, de ralentissement, embouteillage. Et quand on redémarre violemment pour récupérer l'espace devant ou l'espace vide, le temps perdu. Et voilà-t-il pas qu'il y a un autre radar 200 mètres plus loin. Tu repiles et derrière, c'est là qu'il peut y avoir des risques d'accident. Donc c'est pour ça que des radars collés, très collés, c'est pas la rentabilité qui n'est pas là, c'est le risque de créer un accident. Et puis le radar,
D'accord, hein, pour le radar. Il n'y a pas de problème pour le radar quand c'est utile pour pouvoir aider les gens à ne pas rouler trop vite et puis ne pas se tuer ou tuer des autres. OK? Sauf que les points qu'on enlève, ça fait plus de personnes délinquantes sur la voie publique qui n'ont pas de permis, ou qui ont un permis solde nul, et permis annulé, ou alors permis qui reste un point dessus. Et les gens ne savent même pas, ils circulent avec ce permis-là, quand tu l'interpelles, en infraction, voilà, l'assurance ne joue pas, etc., etc., etc. Donc, Attendez, pour bien expliquer ça, on peut ne plus avoir de points sur son permis sans le savoir? ah oui, ça peut arriver. La préfecture ne vous écrit pas pour vous dire, monsieur, il faut ramener votre permis en gendarmerie parce que vous n'avez plus de points. Le solde nul, et ça prend du temps. Le temps que c'est nul chez nous en préfecture, eh ben le temps que ça arrive chez les citoyens pour qu'ils puissent le savoir, c'est compliqué. Déjà, on vous dit, il faut aller sur le net, vérifier votre état. Il y a un truc, il y a un code, on vous donne un code, vous allez, vous mettez dedans, vous entrez, vous regardez le permis, vous regardez l'état. Mais le citoyen, c'est pas tout le monde qui sait manipuler ce genre de truc. Et premièrement, et deuxièmement, le citoyen n'est même pas au courant de ça non plus. Et puis troisièmement, le temps que il se dit bon, j'ai dû prendre des flashs et compagnie, et peut-être un an s'est écoulé et il n'a pas de permis. Et voilà-t-il pas qu'il tombe sur un accident, ou bien il est contrôlé par la police, et puis il est contrôlé, il est ramené au poste parce qu'il n'a pas de permis. Le permis annulé, il faut le notifier, là maintenant qu'il n'a pas de permis. À ce moment, s'il conduit, malgré le permis, la notification du permis annulé, ça, oui. et bien là, c'est un délit. Ouais. Mais bon, mais là, s'il prouve sa bonne foi, quand les policiers l'arrêtent, il ne risque rien. Non, mais la plupart Sauf des fois, de laisser la voiture sur le bas-côté. la plupart des fois, ils sont de bonne foi, parce que quand on interpelle quelqu'un, la machine nous dit si la personne a été notifiée. On sait. D'accord. Okay. Donc quand la personne n'est pas notifiée, on le sait aussi. La personne n'est pas notifiée, donc on est obligé de notifier cette personne, cette perte de permis ou cette annulation de permis, etc. Et il y en a beaucoup, de plus en plus, parce qu'on ne sait même pas à quel moment on perd un point, on sort de là. Je prends un exemple. Sortez d'un anniversaire et puis nos copains gendarmes sont dehors, ils font souffler tout le monde à la sortie de la boîte de nuit, je sais pas, et on prend une contravention parce qu'on a dépassé le taux. Et en colère, on démarre, on oublie que 200 mètres après l'endroit où on était, il y avait un radar. Hop, on passe au radar. On arrive un peu plus loin et en compte de contrôle, on se fait contrôler. Et comme on est tellement en colère, on insulte tout le monde, donc on se retrouve encore avec des problèmes. Donc, en fin de compte, la haine des radars viendrait sur l'exploitation des radars même. La situation où l'État a mis, les postes des radars. Alors, le radar, d'accord, mais est-ce qu'il était essentiel d'enlever les points plutôt que donner une contravention forte? Je ne sais pas. On a dit bon, on va prendre un peu d'argent sur eux, un peu pas trop, parce que bon, ils vont se mettre en colère. Mais on va enlever des points sur le permis. Sauf que nous policiers et gendarmes, on constate que il y a de plus en plus de personnes qui roulent sans permis. Parce que le jeu du radar est passé par là. Et si toutefois le radar, moi je disais toujours que je suis anti-radar pour la bonne et simple raison que ça annule les permis des gens. Mais le radar, on peut le mettre, mais en évitant d'enlever les points. Avec une amende, avec tout ce qu'on veut, ou confiscation momentanément du véhicule pour 15 jours, et puis la personne va louer une voiture, je ne sais pas. Mais annuler le permis, perdre un permis comme ça, en Martinique, il n'y a pas un transport digne. Et puis, excusez-moi, on enlève beaucoup d'argent dans la poche des contribuables. Cet argent est stocké à un endroit. Ça va au ministère des Transports. Vous avez vu l'état des routes en Martinique? Vous avez vu l'état des routes? Qui c'est qui répare? Personne ne veut réparer. Tout le monde s'en fout. Ça, c'est accidentogène, hein, l'état des routes. Ben oui, vous avez des trous, des trous, mais des fois, c'est profond. Donc, le véhicule, alors, ça fait des dégâts sur la voiture. Alors moi j'incite tout le monde à attaquer la CTM, à attaquer ceux qui sont responsables des routes, hein, la commune, l'espace sud et la CACEM et compagnie. Il faut les attaquer quand vous avez des nids de poules comme ça et vous rentrez dedans et le cardan il en prend un coup, les pneus sont coupés, les jantes sont pétées. Il faut attaquer ces instances. C'est à eux de faire le nécessaire pour que les routes soient correctes. Donc il faut les attaquer de la même façon que vous trouvez pas normal que quelqu'un vous donne un coup de poing et vous l'attaquez. Eh bien c'est un coup de poing qui est là. Il faut attaquer la personne qui a mis le trou, qui a mis l'obstacle. Donc les routes devaient être fluides. Vous mettez des radars, mais donnez-nous aussi des moyens pour circuler dessus. Parce que après, on dépense beaucoup d'argent pour réparer les véhicules. Vous avez des cassis d'odane en pagaille, vous avez des trous en pagaille, vous avez des routes fissurées, de l'eau qui n'est pas réparée parce que la SM a sa part de trucs aussi. Vous avez des endroits où l'eau coule. Vous avez à Cajou un truc d'eau qui est sous le pont qui coule depuis des années, personne ne se soucie. Il y a du cos au point de l'eau, vous avez de l'eau qui sort et ça cause. À chaque fois, ça fait des trous. On remet du goudron. Mais non, il faut chercher la cause pourquoi il y a l'eau qui sort. Eh ben non. Alors tout ça fait
premièrement, vous avez ça, mais ensuite vous avez aussi l'état des routes qui est causé par les entreprises. Et aucune mairie, aucune instance locale, c'est-à-dire de CTM à la mairie, en passant par l'espace sud et puis la CACEM et puis l'espace Cap Nord, personne ne demande aux entreprises de remettre la route en état qu'ils l'ont trouvée. On vient de faire le goudron sur cette route, ils découpent la route et ils bouchent l'endroit où ils ont découpé. Et or, en faisant ça, la route descend parce que c'est pas stabilisé, c'est pas au niveau des autres. Donc je pense qu'à un moment donné, il faudrait prendre ses responsabilités et dire aux entreprises, vous remettez la route comme vous l'avez trouvée. Mais sur l'ensemble de la route, mais pas là où vous l'avez coupée. Il y a aussi les bétonnières qui portent le béton, les toupies qui portent le béton sur des chantiers, qui peut-être remplissent un petit peu trop la bétonnière, et vous voyez que dans certains endroits, un béton foyé sur la route. Et ça aussi, c'est accidentogène, ce genre. Et c'est vrai, les routes, franchement, à la Martinique, on peut dire qu'on est je sais que le premier adjoint au maire de Ducos, il doit m'entendre et puis ses oreilles vont sonner. Chaque fois que je passe sur une route à Ducos, parce qu'on est en Martinique, on est en montagne, et je passe souvent dans les routes et je vois il y a une bétonnière qui est passée fraîchement là, qui a laissé le béton. Je l'appelle, je lui dis, qu'est-ce qu'il fait? Il demande aux pompiers de donner un coup de main. Les pompiers volontairement vont le faire, c'est par leur rôle. Ils vont envoyer de l'eau pour enlever le béton sous la route. Mais ça, si chaque citoyen fait ça, appelle son maire et puis lui dit ça, je pense qu'on aurait moins de problèmes de béton dessus, premièrement. Et deuxièmement, c'est pas parce qu'une bétonnière a une charge de 12 tonnes possible au port qu'il faut le charger à 12. Parce que quand on va prendre la pente, il y a moins une tonne qui va tomber. Donc on perd de l'argent, la personne qui est livrée perd du béton. Donc je pense que au lieu de faire un seul transport, vous me faire 2 transports et puis il y a pas de béton qui tombe sur le goudron aussi. Ça aussi, c'est une responsabilité collective, c'est une responsabilité des entreprises et des entrepreneurs. Oui. On pense aussi aux camions. Les camionneurs vont penser qu'on veut ce matin, mais c'est pas ça. On parle de sécurité routière. On pense aussi aux camions qui chavoient le sable depuis. Ça devait être couvert. Et ça doit être couvert, mais ils sont pas couverts. Le sable ça crée là encore des risques d'accident, surtout pour les motards. Quand vous êtes à moto et que vous recevez ça, c'est des problèmes. Vous avez, je pense aussi que on doit faire des efforts et tout un chacun respecter plein de choses. Vous avez des camions qui roulent sur la file de gauche ou la file centrale de l'autoroute, c'est interdit. Ils doivent être sur la voie la plus à droite. Ouais. Et s'ils ont à dépasser, ils dépassent et ils se rabattent tout de suite. Et sauf que tout le monde, personne ne respecte rien. Plus de 3 tonnes 5, on ne doit pas être sur la voie de gauche et la voie centrale non plus, c'est la voie de droite. Sauf que on respecte rien. Et donc on met en danger de citoyens. Et puis quand l'accident est arrivé, personne ne veut prendre les responsabilités. Oui. Donc par exemple, ils n'ont pas le droit de circuler avant les 5 heures du matin, sauf qu'on les voit à 3 heures du matin. Et donc moi je ferme les yeux dessus parce qu'il y a un Européen, mais le jour qu'ils vont avoir un accident, il va falloir prouver le pourquoi ils sont sur cette route à cette heure-là. Il y a plein de trucs comme ça qui ne sont pas respectés et qui arrangent un peu tout le monde. Et puis le fort, c'est que il y a beaucoup de voitures. Alors vous avez plusieurs motifs où on perd le permis et plusieurs motifs où on demande à mettre les radars. Alors premièrement, on a le motif, c'est qu'il y a beaucoup de voitures en Martinique. On a le motif qu'il n'y a pas de transport digne de ce nom en journée, mais inexistant en nuit. Vous avez le motif des ronds-points, parce qu'avant les ronds-points c'était bien, mais prends un exemple de rond-point. Vous allez par exemple la nationale 9 ou la nationale 20 ou la nationale 30, on roule dessus et puis on met un rond-point un endroit pour pouvoir réguler la circulation. Sauf que la nationale 10 qu'on circulait dessus est en face de l'autre côté. Mais on n'a même pas à faire un petit écart dans le rond-point pour faire le C, pour faire un C. Non, ça fait du tout droit quand même. Et prends l'exemple du rond-point de l'Antillais qui se trouve entre Ducos, à Ducos, mais entre Bois-Rouge et Quatre-Croisés. Ce rond-point-là, il est terrible. Et les véhicules, ils roulent à 200 à l'heure, ils vont pas ralentir puisque c'est du tout droit. Il y a un rond-point, mais il passe tout droit quand même puisque la route est en face. Donc il faut les têtes pensantes qui font les ronds-points. Le rond-point de Carré, par exemple, a une possibilité de laisser entrer les véhicules et d'obliger les autres à ralentir. Et puis le dernier facteur, c'est que le conducteur lui-même, c'est un égoïste. Quand il est sur le rond-point, il est rentré sur le rond-point, il accélère pour empêcher un autre d'entrer. Et donc tout ça fait que ça met en situation délicate les contrevenants. En fait, quand j'ai passé mon permis, j'ai aussi appris que la priorité n'était pas un droit absolu. C'est pas parce que on est prioritaire. Il faut rouler pour les autres. Il faut rouler pour les autres parce que franchement, faire un accident, risquer de blesser quelqu'un, mais même s'il n'y a pas de blessé, risquer
d'abîmer son véhicule, c'est faire des constats, aller à l'assurance, trouver un réparateur, rester sans voiture, simplement parce qu'on n'a pas voulu ralentir un tout petit peu pour laisser quelqu'un d'autre passer qui n'avait pas la priorité. Mais bon, bref, c'est 5 minutes de perdu. Mais enfin bon, pour les points, Major, vous dites quelqu'un qui se fait contrôler par la police ou la gendarmerie, le taux d'alcoolémie, il perd combien de points? Ça dépend. C'est contraventionnel ou donc c'est 6 points maxi. 6 points, ça fait pour un jeune conducteur, il n'a pas de permis, pour un vieux conducteur comme nous, c'est la moitié. Et en prenant ça, on a derrière les amendes, on a derrière la garde à vue ou pas, on a plein de gênes qui sont occasionnés par l'alcool. Le taux d'alcoolémie maximum autorisé est de combien? Ah ben, on est en dessous de 20, hein. Donc multiplié par 2, puisque l'appareil c'est un cours spécial, ça fait du 40. Et au-dessus, on est en délit. D'accord. Donc ça va vite, ça va très vite, parce que deux bières bien corsées, on est déjà à la limite. Alors un verre de whisky ou deux, je crois qu'on corse l'addition. Donc il faut faire attention, et puis quand on sort, il faut avoir quelqu'un qui ne boit pas dans le groupe. Et si c'est soi-même qui sort, à un moment donné, il faut rester cuvé un peu, partir avec le moins d'alcool dans le corps. Mais ça aussi, si tout le monde chacun est régulé. Le corps accepte ou accepte pas et rejette l'alcool vite fait ou pas. Et des fois, on reste une journée avec un taux d'alcool élevé alors qu'on n'a pas bu beaucoup, parce que le corps n'élimine pas, n'élimine pas comme ça. Donc c'est un peu délicat. C'est chacun qui doit faire attention. Et puis les autres qui sont à côté, des aux amis, non, t'es pas bien, tu dois pas prendre la route, tu dois rester là. Mais déjà, tout le monde s'en fout de soi-même, aller voir du copain à côté. Alors, est-ce que vous pouvez nous donner aussi quelques nouvelles, quelques chiffres sur la sécurité en Martinique? Là, je ne parle pas de la sécurité routière, hein, je parle comment dire? Oui, la sécurité. La Martinique, on sait qu'il y a beaucoup de problèmes d'armes, beaucoup de problèmes de ce genre. Est-ce que c'est en diminution, puisqu'on a dernièrement le préfet a fait aussi déposer les armes. Enfin, est-ce que ça fonctionne? Et est-ce que ça diminue les risques que nous avons? Oh, le déposer des armes, ça fonctionne. Hein. Je demande aux gens de continuer, mais les gens qui déposent les armes, ce ne sont pas les bandits. Hein. Ce sont des personnes comme vous et moi, et qui ont des armes et puis qui sont embarrassés avec, et qui certains qui sont âgés et puis ils veulent pas que des personnes puissent venir cambrioler et prendre les armes, ou les chasseurs ou des trucs comme ça. C'est des personnes comme ça qui vont déposer les armes et pas les bandits. Et concernant la délinquance même, en ce moment, nous faisons pas mal de saisies de drogue, nous faisons pas mal de contrôles, etc. Mais j'avais demandé un renfort de gendarmerie au préfet, exiger même que ça puisse se faire, parce que la lutte n'est pas faite dans un secteur et pas correctement dans l'autre. On a des gendarmeries qui sont fermées, Saint-Esprit est fermé par exemple, la gendarmerie est fermée, nous avons demandé à ce qu'on puisse ouvrir ça. Eh bien, au lieu de ça, on nous a envoyé une compagnie mobile. Très bien, ça fait des contrôles à outrance, très bien, tout le monde est content. Mais j'ai entendu des chiffres ahurissants, ça veut dire vraiment quand ils sont là, donc avant les policiers, les gendarmes qui étaient là, ils foutaient rien. Donc ces chiffres-là, j'en rigole. Vous me connaissez avec les chiffres. Je peux vous faire parler les chiffres à l'envers, à l'endroit, sur le côté, comme il faut. Donc je me méfie fortement des chiffres lorsque c'est l'État qui le promulgue. Et donc ils sont là, ils font des contrôles. Sauf qu'ils font beaucoup de contrôles aux véhicules, hein, et donc on trouve ou pas des armes qui traînent ou bien un peu de drogue qui traînent, mais les gros bandits ils passent pas dans ces contrôles. Ils sont au courant, ils ont des groupes, ils ont WhatsApp, ils ont tout, ils passent pas dans ces contrôles-là. Pendant ce temps-là, nous on est pris sous les contrôles. On est condamné sous les contrôles et eux, ils continuent à faire leurs affaires. Donc, ils sont contents, ils disent « Ah ouais, ça a diminué la délinquance, ça a diminué, fait d'armes, ça a diminué, etc. » Mais c'est faux. C'est tout simplement parce que nous, on n'est pas là pour les contrôler comme avant. Les bandits, quand on était libre, on faisait les patrouilles, puis on contrôlait à droite, à gauche, et plutôt qu'être fixé à un endroit, eh bien, on faisait plus d'arrestations. Là, on fait un peu moins, on fait un peu, mais c'est pas que ce que moi, policier, j'attends. Et puis, les faits d'armes, vous savez, les faits d'armes, c'est
c'est aléatoire. Aujourd'hui, vous allez avoir quelqu'un qui va se faire blesser par coup de fusil, arme blanche et compagnie. C'est pas parce qu'il y a plus de policiers qui vont empêcher ça. Ce sont les contrôles aléatoires. Aujourd'hui, on est là, 5 minutes après, on est là. On n'est pas fixe en endroit, parce que pendant qu'on est fixe en endroit, il y a un autre endroit où il y a le feu. Et nous, on n'est pas là. Et ils sont tous armés en endroit. Et puis, là, on est de l'autre côté à contrôler le citoyen qui passe en véhicule. Donc, c'est encore penser sans les professionnels et demander aux professionnels comment il faut faire les choses. Donc, on décide qu'on va faire comme ça parce que ils ont la science infuse. Mais il faut pas oublier, c'est les personnes qui sont à la tête de l'État et compagnie. Et il faut pas oublier que ce sont des personnes qui sont mises là pour pouvoir réguler la vie des citoyens. Or, il y a des citoyens qui sont experts dans les choses, on les consulte pas. On fait un peu n'importe quoi et après on s'étonne que la délinquance se repart à outrance. Non, la délinquance est toujours là. Il y a rien qui a baissé. Il n'y a rien qui a changé, tout est là. La drogue, on n'en arrête pas. On devient fou avec ça. Et on n'a même pas assez d'enquêteurs pour pouvoir enrichir. Et puis, encore un autre phénomène. Vous savez, j'ai exigé de notre administration de la création d'une brigade d'accident pour Fort-de-France parce qu'on l'avait éliminé il y a 2 ou 3 ans. J'avais dit de ne pas le faire. Donc, on revient en arrière. Là, on l'a recueilli. Sauf que on a plus de 5000 dossiers au Lamentin et plus de 4000 dossiers à Fort-de-France d'accidents qui sont sous France là. C'est des gens, c'est des victimes qui ne sont, que c'est pas abouti parce qu'il n'y avait pas d'enquêteur, parce qu'il n'y avait pas ceci. Le Lamentin s'en sortait un peu mieux parce que avec les 3 fonctionnaires de police, c'est eux qui faisaient le plus de saisies de véhicules sur tous les tirages, puisque les tirages étaient sur le Lamentin pratiquement. Et là, Fort-de-France, ils ont compris qu'il faut faire. Mais il y a tellement de dossiers en souffrance. Hier, j'étais encore à la brigade d'accident de Fort-de-France, franchement créée, pour voir comment ça fonctionne, si ça s'en sort bien. Et quand j'ai vu le nombre de cartons à terre qui datent de 2007, de 2008, de 2015, de 2014, etc., je dis c'est pas possible. Et avoir là, à l'heure actuelle, on a créé une brigade avec 3 fonctionnaires. Donc tout ça, quand on me parle de délinquants, quand on me parle de chiffres, ben ça fait une violence à la population parce qu'on n'a pas arrivé à donner, on n'a pas donné solution, on n'a pas donné réponse. Et ça, ça me fait mal au cœur parce que quand je vois que Fort-de-France, le commissariat de Fort-de-France est imbibé de personnes en attente parce qu'il n'y a pas un service de plainte digne de ce nom pour pouvoir épurer vite fait les gens. Et quand je vois aussi que seul en Martinique, la police, c'est-à-dire Lamentin et Fort-de-France, reçoit les femmes battues, il y a un problème. Ça défile de toute la Martinique à Fort-de-France et Lamentin. On peut pas. On peut pas absorber tout ce mal-là. Et puis après, c'est délicat. Une femme qui est violée ou bien qui est battue, il faut l'isoler des autres personnes qui sont en train d'attendre pour les plaintes. Cette personne est en souffrance et voit les souffrances des autres et c'est délicat. Donc on n'a pas encore compris, je pense, la mesure des choses. Donc la délinquance est toujours là et aussi forte qu'avant. Ça n'a pas changé. Votre nouveau commissariat, vous avez un très grand commissariat maintenant. C'est déjà petit. Déjà trop petit. C'est déjà trop petit parce il y avait un étage, c'était privé à 5 étages, on doit faire 4 étages pour faire de l'économie. Et on a le SAT police, c'est-à-dire le SAT police, c'est ceux qui s'occupent des policiers, de la paye des policiers, des blessures, des repos, des mutations, des gendarmes d'ailleurs, parce que c'est nous qui faisons la paye des gendarmes. C'est en passant, ils m'aiment pas, mais c'est quand même mes amis policières qui font la paye des gendarmes en Martinique. Donc, vous voyez, et tout ça fait que ces gens-là ne sont pas au commissariat. On est en train de louer des locaux pour eux. On a ce service-là qui est scindé en 3 ou en 4. Parce qu'on n'a pas, là où ils sont, c'est encore petit. Donc on a un service par ci, un service par là. Donc le policier doit courir à droite, courir à gauche, etc. On a le garage mutualisé de la police qui ne fonctionne pas. D'ailleurs, j'ai dit ça au ministre et puis je pense que j'ai pas été aimé puisqu'il a donné l'ordre d'exécuter ma demande. Et ça a été fait d'ailleurs, comme par hasard. Et donc ce qui fait que ce garage-là ne fonctionne pas correctement. Ça devait fonctionner. Les véhicules de police devaient être réparés pour avoir. On est encore à l'heure actuelle avec des véhicules qui sont là sur le carreau, qui attendent à être réparés et qui ne sont pas réparés. Donc non, c'est des souffrances faites aux policiers, mais c'est des souffrances qui sont reportées sur la population puisqu'il n'y en a pas la présence policière qu'il faut, parce qu'on n'a pas les moyens. Donc moi je dis toujours aux politiques, vous avez la police que vous méritez. Vous avez la gendarmerie que vous méritez. Vous avez les douaniers que vous méritez. Vous avez les gardiens de prison que vous méritez. Parce que vous ne mettez pas votre grain de nez dedans pour pouvoir dire stop, il y a un problème. Faites ce qu'il faut pour que la population puisse être en sécurité. C'est pour ça que j'ai dit, mais mon vœu, c'est qu'on soit plus solidaire et puis qu'on s'émercipe un peu des décisions des autres. D'accord. Bien, merci beaucoup, Monsieur Louis Berthet.
Les téléspectateurs de Zouk Télévision apprécient votre franchise. J'espère que ça va pas vous attirer de soucis. Vous savez, au niveau de la hiérarchie. Vous savez, me créer de soucis, j'en ai déjà assez, je les supporte, il n'y a pas de problème. Mais je pense que tous ceux qui vont s'attaquer à moi, ils vont s'attaquer peut-être au peuple martiniquais ou peut-être aux policiers aussi. Parce que je ne dis pas de contre-vérité. Je vais là, je viens ici, je dis ce qu'il y a à dire, parce que ce qui est caché, ça fait mal. Donc moi je le dis avec ma manière et puis ma façon, mais sans arrière-pensée et sans polémique, tout simplement pour dire qu'il y a des choses qui vont pas et il faut améliorer. Et vous savez, à force de parler, le temps me donne toujours raison sur ça. Regardez pour le radar qu'on ne veut pas le mettre, on l'a mis. Et vous avez des trucs sur la délinquance que j'ai dit, et puis maintenant ils constatent que ça arrive. J'avais dit que personne ne serait écouté parce qu'on n'écoute pas l'autorité, et puis que la délinquance arrive chez vous, à la maison et partout, mais on y est dedans. Donc je ne poche pas, je suis pas là de mauvais augure comme on dit. Je dis aux gens attention où on est, attention à ce qu'on fait. Et puis après, s'ils veulent bien me faire du mal, vous population, vous verrez, vous saurez. Je sais que maintenant les gendarmes m'en veulent à outrance. Donc, quand vous entendrez que je serai en garde à vue chez eux, vous comprendrez que c'est prémédité. Très bien. Merci beaucoup, M. Louis-Berté. Merci à vous. Merci à Manuela pour la réalisation. À très vite sur Zouk TV. Outremernews.fr, le site de l'actualité outre-mer, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outremer News sur YouTube.